Parce que l'heure est courte, nous avions convenu, mon cher maître, de nous attacher au seul Mauriac des mémoires intérieures, laissant, malheureusement mais délibérément dans l'ombre, le Mauriac poète, le Mauriac romancier qui marqua si profondément son époque, et même le Mauriac des bloc-notes engagé résolument dans les combats du temps présent. Nous avions convenu cela, mais la tentation est grande au seuil de cet entretien de vous demander ce qu'il advient en sa 84e année du Mauriac romancier. Eh bien, ce Mauriac romancier, je le croyais moi-même bien mort, puisque il y a 15 ans que je n'ai plus écrit de roman. Oh, je n'y avais pas renoncé délibérément. Cela s'était fait tout seul. Vous savez, on est le romancier d'une génération. Ce n'est pas que mes derniers romans n'aient pas eu ce qui s'appelle du succès. Mais je n'étais plus un des générations, un des romanciers de la génération actuelle. Et ce silence s'est établi en quelque sorte sans que je l'ai décidé. J'avais remis ma copie. Et puis, à force d'être encore là, si vous voulez, à force de ne pas mourir, peut-être que ce vieil instinct du romancier est revenu. Il m'arrivait de commencer une histoire que je remettais ensuite dans le tiroir. Et cela va peut-être vous étonner, mais c'est pendant les événements de mai dernier où j'étais, comme beaucoup de Français, extrêmement énervé, que ne sachant trop à quel sein me vouer, j'ai repris une de ces histoires que j'avais commencées et je me suis mis à travailler. Et le vieux moteur s'est remis en mouvement. Et à partir de là, je ne me suis plus arrêté. Et j'ai écrit un roman qui va paraître. Et ce roman, comment va-t-il s'intituler? Il va s'intituler d'un titre que les jeunes gens me disent être un très mauvais titre. C'est Un adolescent d'autrefois. Moi, je tiens beaucoup à ce titre parce que c'est le roman, c'est l'histoire d'un adolescent d'autrefois, c'est-à-dire qui avait 20 ans en 1910, comme moi. Mais il paraît que le mot « autrefois » suffit à éloigner beaucoup de lecteurs aujourd'hui. Mais tant pis. Le nom Mauriac suffit à en rapprocher beaucoup. Voilà, je l'espère. Cet adolescent d'autrefois vous ressemble donc comme un frère. Il me ressemble certainement comme un frère, et il n'est pas moi. Je veux dire que toute l'histoire que je lui prête n'est pas du tout la mienne. Enfin, du moins, dans ces grandes lignes, ne m'est pas arrivé. Seulement, c'est exactement, si vous voulez, l'atmosphère de mon adolescence et l'atmosphère religieuse dans laquelle j'ai baigné et qui, même en 1905, était déjà, comment dirais-je, enfin, assez singulière. Je veux dire que j'ai eu une éducation très singulière, même à mon époque. Et cela nous mène tout droit à ces mémoires intérieures qui formeront l'essentiel de notre entretien. Et d'abord, pourquoi avez-vous pris la décision de vous limiter à ce que vous avez appelé des mémoires intérieures? Et peut-être plutôt, quelle différence faites-vous entre ces mémoires intérieures et de véritables mémoires qui seraient en même temps des confessions? Il y a beaucoup de raisons, mais la principale, ce qui m'a le plus arrêté devant les véritables confessions, c'est qu'en réalité, on ne peut pas se confesser soi-même sans confesser les autres. Je veux dire que parler de moi, enfin sous forme de confession, c'était parler de tous les miens, de tous les membres de ma famille, de tous les êtres que j'ai connus. Et cela, je ne m'en reconnais pas le droit, bien que la plupart, justement,
des êtres que j'ai aimés sont morts, mais ce n'est pas parce qu'ils sont morts qu'on ne leur doit pas le silence. Ils ont droit au silence. Je crois que la forme des mémoires intérieures va aussi loin que possible dans la confidence, surtout en ces temps de psychanalyse. Vous savez, il n'est pas difficile, à travers les mémoires intérieures, de faire la psychanalyse de François Mauriac. Je crois que c'est enfantin, que c'est un travail de commençant, si j'ose dire. Je crois qu'en réalité, je livre autant de moi dans les mémoires intérieures, et peut-être plus, que certains qui prétendent tout dire, mais qui le disent dans une certaine lumière, d'une certaine façon, en plaidant, si vous voulez. Alors, au fond, je ne crois pas m'être dérobé. Il est arrivé cependant, au cours de ces mémoires, que vous ayez entrouvert des portes pour laisser apercevoir, mais le temps d'une seconde, ce qu'il y avait derrière, et que vous ayez tout de suite refermé cette porte, et on se demande pourquoi vous ouvriez ces portes pour les fermer si tôt. Oui, alors là, vous savez, moi-même, d'abord, il faudrait que je me retrouve devant les moments auxquels vous faites allusion. J'en cite un au hasard. Votre attitude profonde au temps de la guerre d'Espagne et ce que cela a déterminé chez vous. Vous avez écrit « Là-dessus, je ne dirai rien de plus et je ne dirai rien de plus jamais. » Enfin, quelque chose. Oui, ça, je ne me rappelle plus cet endroit-là, mais mon attitude pourtant au moment de l'affaire d'Espagne n'a pas été très mystérieuse. Enfin, je veux dire qu'il n'y a eu aucune raison mystérieuse. J'ai eu une sorte de, comment dirais-je, de conversion politique quand j'étais adolescent, au moment du sillon de Marc Sagnier. Et puis je n'ai plus fait de politique, mais je suis toujours resté dans un certain courant. J'ai toujours eu, si vous voulez, dès ce moment-là, en gros, cette idée qu'il fallait désolidariser l'Église catholique de toutes les forces de droite auxquelles elle était liée. C'est une idée qui est devenue banale, mais qui l'était beaucoup moins quand j'avais 18 ans, où l'Église était, en France du moins, était étroitement liée aux forces de l'arrière, ce qu'on appelait la réaction et les forces nationalistes. Alors, laissons de côté ces portes entrouvertes et aussitôt refermées pour nous occuper plutôt de celles que vous avez vraiment ouvertes, des portes que vous avez ouvertes, par exemple, sur votre enfance. Voulez-vous évoquer pour nous ce que fut cette enfance provinciale dans votre Guyenne natale? Vous savez, mon enfance, je crois que c'est moi qui l'ai transfigurée. C'était une enfance pareille à toutes les enfances, sauf que j'avais cet immense malheur dont je n'avais pas conscience d'ailleurs, de ne pas avoir de père, puisque je n'ai pas connu mon père qui est mort très peu de temps après ma naissance, et que j'ai été élevé par une mère qui avait des côtés très remarquables, mais enfin qui était très exclusive, qui était qui avait une dévotion très espagnole. Très janséniste aussi. Elle était un peu janséniste, n'est-ce pas? Et ce qui m'a vu. Et puis surtout que j'avais des racines provinciales, quoique nous vivions presque toute l'année à Bordeaux, mais enfin j'avais des racines landaises, et que ce pays des Landes, où je passais mes vacances, a créé, si vous voulez, m'a apporté une atmosphère où mon œuvre est née et où moi-même j'ai été formé. Je crois que je dois autant, si vous voulez, aux arbres qu'aux hommes. Et mon enfance a été cette enfance-là.
Maintenant, ce qu'elle a d'extraordinaire pour les hommes d'aujourd'hui, ou pour les jeunes gens d'aujourd'hui, c'est que c'était une enfance d'avant le cinéma, d'avant le téléphone, presque d'avant le... Pas tout à fait d'avant l'électricité, mais enfin à peu près. Nous étions tout de même éclairés quand j'étais enfant au pétrole, n'est-ce pas? C'est avant l'automobile, avant tout ce qui fait que le monde actuel est le monde actuel. Et tout est arrivé d'ailleurs à la fois vers 1900, n'est-ce pas? Mais jusque-là, surtout dans ce pays des Landes, qui était un pays très arriéré, n'est-ce pas? J'ai vécu en plein, je ne dirais pas, j'ai vécu pas en plein Moyen-Âge, mais tout de même dans l'Ancien Régime. Absolument dans l'Ancien Régime, au milieu d'un peuple qui ne parlait que patois, de métayers qui avaient avec nous des relations, enfin, qui paraîtraient maintenant bien scandaleuses. J'ai vécu dans un autre monde, que j'ai vu changer d'ailleurs très brusquement quand j'ai eu 18 à 20 ans. Et est-ce que vous aviez un sentiment dans ce milieu à la fois sauvage et très espagnol par son catholicisme, est-ce que vous aviez le sentiment d'étouffer? J'avais le sentiment d'étouffer, certainement. D'ailleurs, le roman, enfin cet adolescent d'autrefois, qui va paraître ces jours-ci, je pense qu'il en donnera une peinture exacte. J'étouffais, mais je me délivrais déjà, n'est-ce pas? J'étais déjà un adolescent, j'étais très catholique, mais j'étais tout de même en pleine rébellion, si vous voulez, spirituellement. Et de quelle façon arriviez-vous, à cette époque-là, à vous délivrer? Quelles étaient vos sources? Eh bien, en réalité, vous savez, tant que j'ai été à Bordeaux, c'est-à-dire jusqu'à 21 ans et dans ma famille, ma seule libération, qui était immense d'ailleurs, et d'ailleurs elle l'est restée jusqu'à la fin de ma vie, c'était la lecture, naturellement. J'étais de ces garçons, et je ne le dis pas pour me vanter, qui lisait plutôt que de vivre, n'est-ce pas? Et je me le suis toujours reproché. La lecture a été mon immense libération. Cela dit, dès que j'ai eu 21 ans, j'ai pris le train, je suis parti pour Paris et je cours encore. Et est-ce que vous arrivez à obtenir un souvenir encore assez vif de ce que furent vos premières lectures et de ce qu'elles ont représenté pour vous à cette époque? Oh, certainement, parce que mes lectures d'enfant ont tellement compté pour moi qu'elles ont encore de l'influence sur moi. Pour vous donner une idée, par exemple, j'avais l'intention d'appeler mon nouveau roman, dont on n'aime pas le titre, je voulais l'appeler Maltaverne, parce que c'est le nom que j'ai donné à la propriété de ce roman. Et Maltaverne, c'était le titre d'un roman de mon enfance qui paraissait dans le Saint-Nicolas illustré et que je trouve d'une poésie merveilleuse. Je peux dire que la poésie, je l'ai apprise, j'en ai eu la révélation dans mes lectures d'enfants auxquelles je pense encore, enfin, comme à des sources de poésie. Par exemple, L'île mystérieuse de Jules Verne, par exemple, est pour moi un livre d'une poésie extraordinaire, n'est-ce pas? Ou bien un livre, je ne sais pas si au Canada on lisait Sans famille d'Hector Malot, mais le Sans famille d'Hector Malot m'a apporté infiniment plus que Flaubert, n'est-ce pas? Beaucoup plus. La traversée de la France en péniche, oui, c'était un exotisme. C'est d'une beauté enfin, extraordinaire. Ça m'a plus apporté que les plus grands chefs-d'œuvre. C'est pour vous dire à quel point, et je pourrais, les noms ne vous diraient rien, mais mes lectures d'enfants ont été pour moi un éblouissement. Enfin, vous savez, j'ai des petits-enfants, je ne les vois jamais lire.
vous savez, ce geste de quand nous étions enfants, de se boucher les oreilles, penser sur un livre, des jeudis entiers, n'est-ce pas? Je ne vois plus les enfants avoir cette immense joie. Ils en ont d'autres, évidemment. Aujourd'hui, quand il leur arrive de lire, c'est à côté de transistors ou devant la télévision. Oui, c'est un autre monde, naturellement. Ils vivent par le regard. Remarquez que nous aussi, nous vivions par le regard, parce que les illustrations de ces livres, la photogravure les a détruits. Elles étaient d'une... Je ne sais pas si vous vous rappelez les illustrations. Rassi, par exemple. Les illustrations d'Hetzel, vous savez, de Gustave l'île Doré. mystérieuse, par exemple, de Gustave Doré. C'était nous qui vivions par les yeux. La photogravure a tout détruit, à mon avis, enfin. Vous voyez, je vante mon époque, mais je crois vraiment que nous étions beaucoup plus près d'une source qu'ils ont perdue. Est-ce que vous lisiez ce qu'on vous donnait à lire ou si vous commenciez déjà vous-même à choisir? Quand j'étais enfant? Oui. Oh, quand j'étais enfant, ce qui dominait tout, hélas, enfin, c'était le scrupule de ma mère. Il y avait les mauvais livres. Il y avait des mauvaises compagnies, il y avait des mauvais livres. Où se situait la frontière d'un mauvais livre? Oh là, mais c'est qu'elle se situait, je préfère vous dire, enfin, terriblement, elle était terriblement étroite, vous comprenez, terriblement étroite. Alors, forcément, il y avait une littérature spéciale. Il y avait d'ailleurs l'œuvre des bons livres, hélas. C'était pas un film, c'était l'œuvre des mauvais livres, littérairement. Mais, voilà, c'est là le miracle de l'enfance. C'est que même ces mauvais, ces livres médiocres, nous les transformions. Je me rappelle, il y avait une romancière bien oubliée aujourd'hui, à l'usage des petits chrétiens, qui s'appelait Zénaïde Fleuriot. Vous l'avez connue, Zénaïde Fleuriot? Il m'est arrivé de lire un ou deux livres qui me sont tombés des mains. Je vous assure que moi, Zénaïde Fleuriot, c'est inouï tout ce que j'en tirais. Je me rappelle, il y avait une de ces héroïnes qui s'appelait Armelle Traec et qui avait des taches de rousseur. Pendant très longtemps, il fallait que les filles aient des taches de rousseur pour m'émouvoir. Et l'enfant se doublait aussi d'un écolier. Si l'on en croit vos mémoires intérieures, cet écolier était surtout préoccupé de la fenêtre ouverte et de l'abeille qui venait bourdonner. Oui. Est-ce que vous étiez un bon écolier? Non, je n'étais pas un bon écolier. J'étais premier en narration, enfin, comme j'ai continué de l'être jusqu'au prix Nobel. Mais comme j'avais beaucoup de mémoire, alors j'étais souvent premier aussi en histoire, enfin, en récitation, en français, quoi, en général. Mais j'ai toujours été dernier, je continue de l'être. En mathématiques, je n'ai jamais rien compris aux mathématiques. Très nul pour les langues dont je n'ai pu apprendre aucune. On ne m'a pas appris l'anglais à mon grand désespoir. On m'a appris l'allemand dont je ne sais rien. Et seulement je m'en tirais. J'étais roublard. J'étais un de ces élèves qui s'en tirent, vous comprenez. Mais je n'étais bon qu'en français. J'ai continué. Enfin, je veux dire relativement au reste. Oui, ne vous faites pas passer pour un ancien cancre. Non, j'avais 3 ou 4 prix, enfin. Je m'en tirais. Et est-ce qu'il y a eu, à cette époque-là, un maître qui vous a marqué? Parce que quand on fait le tour de ces anciens professeurs, finalement, oui, il n'y a qu'une ou deux figures qui se détachent. Et dans votre cas, c'était laquelle? Vraiment, alors, mes maîtres qui étaient des Marianites étaient de très bons maîtres. Mais enfin, vous comprenez, je n'ai eu aucun maître comme Alain ou comme...
j'ai toujours été un peu jaloux de mes confrères qui ont eu des maîtres. Enfin, j'ai eu un très bon maître en ce qu'on appelait alors la rhétorique. Mais c'était vraiment le seul oui, celui-là m'a appris, si vous voulez, ou m'a fait comprendre qu'il fallait lire Pascal et Montaigne directement. Mais enfin, comme il y avait le bachot à préparer, tout ça a été très rapide. Enfin, lui m'a donné un certain goût des idées. C'est le seul. Il s'appelait l'abbé Péquignot et je l'aimais beaucoup. Mais j'ai été, comme je le raconte aussi d'ailleurs, dans mon roman, dans cet adolescent d'autrefois, c'est beaucoup moins un maître qui m'a marqué à ce moment-là à l'école qu'un de mes camarades, qui était très intelligent, très, très remarquable. C'est André Lacaze dont vous avez... Ah, vous l'avez connu? Non, mais je l'ai connu à travers vous. Ah, parce que vous avez lu les mots intérieurs. Oui, ben, certainement ce garçon qui est mort maintenant, qui s'appelait André Lacaze, qui est mort chanoine, qui était un moderniste virulent. Donc était... suspect à l'époque? Oh, oui, très suspect. Enfin, ce serait toute une histoire. Je ne crois pas que les Canadiens aient aucune raison de s'intéresser particulièrement à l'abbé Lacaze. Mais enfin, simplement le fait intéressant, c'est que l'abbé Lacaze qu'à ce moment-là, l'influence sur moi a été celle d'un camarade. Qui était remarquablement intelligent, très intelligent. Et surtout qui était ouvert sur... lui aussi, il me faisait lire. C'est lui qui m'a rendu... Naturellement, il m'a rendu moderniste. Il me faisait lire les revues modernistes. Il me faisait lire Pascal. Enfin, nous étions à peu près les deux seuls, sûrement les deux seuls dans le collège, à parler de ces choses où les autres ne parlaient que de chevaux, de football. Et entre Pascal et Montaigne, que vous citiez tout à l'heure, j'imagine que vous avez rapidement choisi Pascal. Oui, oh oui, c'est le... Montaigne, je ne peux pas dire que je n'y suis jamais entré, mais ça n'a jamais été vraiment mon homme. Ou plutôt, ça a été mon homme à travers Pascal, si vous voulez, vous comprenez. Montaigne tient sa place dans l'histoire de Pascal, pour moi, vous comprenez. Mais Pascal, alors, et je dois dire que je dois beaucoup pour mon intelligence de Pascal à une édition de Brunswick, vous savez, des pensées. Édition fortement commentée. Oui, d'ailleurs qui est toujours en circulation, mais qui à ce moment-là, quand j'étais en rhétorique, était une édition, c'était très nouveau, si vous voulez, comme forme d'édition, et tout y était. Et j'ai été comme enivré, si vous voulez, par tout ce que m'ont révélé ces notes et ces commentaires. Et c'est par Brunswick que je suis entré vraiment en Pascal. Est-ce que ça n'était pas une édition en 10 volumes? Ah non, c'était une édition Hachette. Édition des classiques Hachette. Oui, un classique Hachette. Très, très scolaire. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, où il y a beaucoup d'années. Mais à ce moment-là, c'était très nouveau. C'était très nouveau. Et c'était tellement intelligent et tellement... Quand bien plus tard, à Pontigny, je me suis trouvé avec M. Brunswick, je lui ai exprimé ma profonde, qui n'était pas chrétien. Je lui ai dit combien tout ce que je lui devais. Et il m'a répondu par des considérations auxquelles je n'ai absolument rien compris. Et j'étais très, très étonné après. Il disait, comme M. Mauriac me faisait remarquer justement, je ne lui avais rien fait remarquer, je n'avais rien compris de ce qu'il m'avait dit. Quand on aborde ainsi un écrivain qui, même avant qu'on le sache, est destiné à nous marquer pour la vie, je parle de Pascal, il y a habituellement une phrase ou deux qui, tout à coup, sert d'étincelle et qui nous accroche. Et connaissant votre prodigieuse mémoire, je me permets de vous demander si vous vous souvenez de ce qui, dans Pascal, a été vraiment
l'étincelle. Oh, alors là, là, ce serait... Vous comprenez, alors là, je ne sais vraiment que choisir. Mais, alors, tout a compté pour moi dans Pascal. Mais ce qui a compté... Mais, parmi ce qui a compté de plus important, je dirais que c'est peut-être tout de même le mystère de Jésus, parce que c'est là et nulle part ailleurs que j'ai eu le sentiment que le christianisme est avant tout, et d'abord, et quoi qu'on puisse dire, un rapport personnel de soi, enfin de nous-mêmes, avec quelqu'un de vivant. C'est ce qu'essentiellement m'a apporté le drame de la merveilleuse histoire de la fameuse nuit, de la nuit de feu, n'est-ce pas? C'est ce qui m'a le plus marqué, si vous voulez. Maintenant, alors, sur le plan intellectuel, comment choisir, n'est-ce pas? Il faudrait avoir d'abord... On ne peut pas citer Pascal en l'écorchant, il faudrait avoir... Il suffit de savoir que cette nuit de feu est devenue pour vous une nuit de feu qui s'est prolongée jusqu'à votre âge. Et puis alors il y a les 3 ordres, vous savez, tous les corps ensemble et tous les frères ensemble. Mais je ne veux pas citer parce que... Mais enfin, comme je ne suis pas philosophe du tout, vous comprenez, moi, Pascal m'a tout donné. Et qui n'était pas philosophe non plus. Et j'ai vécu toute ma vie sur Pascal. Et vous comprenez, quand je me force à lire Teilhard de Chardin maintenant, eh bien, il ne m'apporte rien de ce que de ce dont moi j'ai faim, alors que Pascal m'a tout donné, de ce que moi je demandais. Alors cet enfant, j'y reviens une dernière fois, cet enfant qui vivait sa vie à travers les livres, essayons de l'évoquer de nouveau, mais cette fois d'un angle différent. Si vous cherchez dans toutes les sources diverses qui ont alimenté votre enfance, celle d'où a jailli votre passion d'écrire, où se trouverait cette source? Qu'est-ce qui vous a décidé? Qu'est-ce qui vous a fait comprendre que la plume et le mot étaient pour vous une raison de vivre? Je crois, vous savez, que il n'y a pas un moment, aussi loin que dans mes souvenirs, j'écrivais, mais pas du tout avec la pensée, avec l'ambition que je pourrais plus tard écrire. J'avais un tel respect, une telle religion de l'écriture, de ce qu'était un écrivain, que l'idée que moi, je pourrais en devenir un, ne traversait absolument pas mon esprit. Je n'y songeais absolument pas. Parce que vous étiez paralysé par l'admiration pour les autres? Oui, et puis enfin par une sorte, je dirais presque pas une sorte d'humilité. Enfin, on passe pour très orgueilleux, mais je ne l'aurais jamais cru. Évidemment, il y a eu un moment où je l'ai cru, mais c'est arrivé très lentement. Les vers que je faisais, quand j'étais au collège, parce que les mains jointes sont c'est une grande partie des mains jointes ont été écrites quand j'étais au collège encore, ou bien tout de suite après. Jamais l'idée ne me serait venue de les imprimer, de les faire imprimer, que je pourrais les faire imprimer, jamais. Il a fallu un concours de circonstances, un camarade qui s'est mis à faire de l'édition, qui m'a dit « donne-moi tes vers », etc. Mais tout ceci se passait, je parle des mains jointes et de la première édition, qui je crois est de 1910, tout ceci se passait oui, 1909. Se passait à Paris, où vous êtes arrivé, provincial, fraîchement débarqué, vous êtes arrivé à l'âge de 21 ans. Vous souvenez-vous du choc que fut pour vous une ville comme Paris, à cette époque qui était encore la belle époque?
Seulement, j'étais encore sous... J'avais 21 ans, mais j'étais tout de même encore sous le joug maternel. Et elle m'avait... Au début, la première année, j'étais dans une pension de famille, enfin, de maristes, enfin, dans une réunion d'étudiants catholiques où nous étions entretenus. D'ailleurs, je n'y suis resté qu'une année parce que justement, je sortais le soir et que c'était très mal vu de sortir le soir après dîner. Et j'étais très tenu, mais malgré cela, le choc a été, je dirais, merveilleux, vous comprenez. Si vous voulez, à Bordeaux, pour employer une expression un peu vulgaire, je ne faisais pas un sou, et à peine étais-je à Paris, que j'ai tout de suite été président de ce cercle, que j'ai publié mes vers, que j'ai été invité chez les duchesses. Enfin, c'était vraiment une découverte incroyable, enfin. Ah oui, bon, Paris m'a absolument ébloui, et pourtant, je vous dis, il a fallu traverser des couches de maristes, enfin des couches de... On a le sentiment, je ne veux pas être indiscret, mais on a le sentiment que le prétexte de monter à Paris pour y préparer l'école des chartes, c'était une façon d'obtenir facilement la permission. Oui, c'était... L'école des chartes était un prétexte, naturellement. C'est resté jusqu'à Pâques. Et j'étais absolument incapable. Vous savez, si je n'avais pas été écrivain, j'aurais été capable de rien faire. C'est ce que je me dis souvent. Même pas d'être bibliothécaire. J'aurais été capable de rien faire, absolument de rien faire. Heureusement que vous savez écrire. Un bibliothécaire, peut-être, mais qui n'aurait pas prêté de livres, qui les aurait lus. Mais ça ne fait pas de bons bibliothécaires, en effet. Non, non. Mais à Paris, donc, à l'âge de 29 ans, quand vous publiez Les Mains jointes, et que Barrès vous envoie un mot ainsi conçu, monsieur, vous êtes un grand poète. Oui, exactement. Quel choc était-ce? Ah oui, ça a été une merveille. Je n'en suis pas encore revenu, vous savez. De tout ce qui m'est arrivé dans la vie, il m'est arrivé beaucoup de choses heureuses, après tout, et étonnantes. C'est tout de même étonnant que j'ai eu le prix Nobel. Ce n'est pas étonnant pour nous. Oh, pour moi qui sais ce que je suis, c'est stupéfiant. Mais rien pour moi ne peut être comparable à cette lettre de Barrès qui était pour vraiment le prince en ce temps-là, pour qui j'avais une telle admiration que précisément je n'avais pas osé lui envoyer mes vers. Je ne lui avais pas envoyé mon livre. C'est Bourget qui le lui a fait lire. Mais ce fut pour moi un coup si étonnant que j'ai cru que c'était une farce d'un de mes camarades. Enfin, un canular. J'ai mis j'ai mis un peu de temps à le croire. Et je n'en suis pas encore revenu. Et d'ailleurs, après cela, je n'ai rien fait de bon pendant 10 ans au moins. Mais je suis resté avec une espèce de confiance, et du moment que Barrès m'avait écrit ça, eh bien, j'étais plein de sécurité. Et pourtant, vous dites, mais c'est vous qui le dites, et je vous en laisse la responsabilité, que vous n'avez rien fait de bon dans les 10 ans qui ont suivi, c'est-à-dire jusqu'en 1920. C'est très vrai. Je n'ai rien fait de bon. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Enfin, j'ai rien fait. Il faut dire qu'il y a eu la guerre, vous comprenez. Alors, j'ai écrit un premier roman, qu'une voix absolument, vraiment, je dis ça sans aucune voix absolument rien, à mon avis, qui n'a pas changé de chaîne. Et puis alors, les deux autres, La chair et le sang et préséance, ce sont des exercices. Voulez-vous, je fais mes classes, je fais des exercices. Je ne dis pas qu'il n'y ait aucune qualité, mais enfin, ils ne sont pas bons. Puis, enfin, il faut dire que c'était la guerre, aussi peu que je l'ai faite. Je l'ai tout de même
car j'ai... Vous l'avez fait à titre d'infirmier, je crois. Oui, j'étais dans un service auxiliaire et absolument inutilisable. Enfin, j'étais l'homme le plus inutilisable pendant une guerre qu'on puisse imaginer. Vraiment, on ne savait absolument que faire de moi, et moi je ne savais que faire. J'étais capable de rien faire, absolument de rien faire. Et j'étais à Salonique, j'ai été capable d'être malade, oui. Dès que j'arrivais à Salonique, au bout de 2 jours, j'étais au fond d'un lit avec les fièvres, naturellement, adoré par les religieuses, parce que j'étais chrétien, buvant toutes les bonnes bouteilles de l'hôpital. Mais j'étais absolument incapable de rien faire pendant 4 ans, absolument incapable. J'allais céder à la tentation que nous avions convenu d'éviter, celle de votre carrière de romancier. J'allais parler du Baiser aux lépreux qui fut, je crois, celui le premier qui vous fit découvrir un grand nombre de lecteurs. Mais ça nous entraînerait à parler de toute votre œuvre romanesque. C'est de cela que nous avions convenu de parler le moins possible, pour parler des gens que vous avez connus, vivants ou morts, à travers vos lectures, à travers vos amitiés, des gens qui vous ont marqué, et de ces gens qui, presque tous, sinon tous, sont disparus aujourd'hui, vous laissant seuls survivants. Si vous évoquez, par exemple, des gens de la NRF, quels sont ceux qui se présentent en premier à votre souvenir? Oh, vous savez, la NRF, oui, la NRF a été très, très importante pour nous. Ça représentait, si vous voulez, un climat de pureté littéraire, de jansénisme littéraire au milieu de l'affreuse littérature du boulevard, ou bien académique, à laquelle moi j'étais évidemment voué. Mais évidemment c'était Gide enfin du moins pour moi, qui représentait, si vous voulez, sur le plan littéraire, cette rigueur à laquelle j'aspirais. Ce que je peux dire, c'est que après l'article de Barès, ce qui m'a fait le plus de plaisir, c'est quand j'ai enfin publié un roman qui était Le Fleuve de Feu dans la NRF. Mon entrée dans la NRF, mon intronisation à la NRF a été pour moi, ça peut paraître très étonnant aujourd'hui, a été pour moi extrêmement importante. On était tout de même admis dans le cercle de ce que nous considérions comme les véritables écrivains. Alors que l'Académie, ça me paraissait tout naturel. Vous comprenez que j'y allais tout droit. Mais la NRF était, en son temps, une sorte d'académie où les maréchaux n'étaient pas admis. C'était au fond, la NRF était la revue de cette génération. Et son grand rôle, d'ailleurs, elle a péché contre la justice bien souvent, mais enfin, ça a été de discriminer, si vous voulez, et de montrer où était la vraie littérature, n'est-ce pas? C'est-à-dire que grâce à elle, pas grâce à elle uniquement, mais enfin, elle a mis à leur vraie place Valéry, Proust, Claudel, Gide, enfin, et tous les autres. Mais la NRF, au début, si je ne m'abuse, c'était à la fois Gide et Rivière, donc 2 pôles. Oui, à Rivière, alors Rivière était un jeune homme de Monasse, de Bordeaux comme moi, qui m'aimait beaucoup à l'époque où il est mort. Nous étions très liés à ce moment-là, mais il avait mis beaucoup de temps son dédain me faisait beaucoup souffrir. Et puis, quand il est mort, le désert de l'amour, je crois, était le dernier livre qu'il ait lu. Et j'ai une lettre admirable de lui sur ce désert de l'amour qu'il aimait énormément. Alors, je pourrais vous parler de Rivière indéfiniment ailleurs. C'était des êtres merveilleux, vraiment. Je suppose qu'il y en a encore
comme ceux-là. Mais je suis très fier de la génération à laquelle j'ai appartenu, qui était une très belle et très grande génération. Et pour la littérature française, une des grandes, certainement, incontestablement. Et d'une richesse extraordinaire. On a oublié, jeté par-dessus bord, un tas d'êtres merveilleux. N'est-ce pas? Quand je vois, enfin, je ne voudrais pas dire du mal de l'époque actuelle, mais j'ai l'impression de vivre dans un désert. Alors que chez nous, que nous vantons, tout était fourmillant de talent. Même nos ratés étaient merveilleux. Fourmillant de talent, mais de talents très divers, d'un éventail qui allait du diable au bon Dieu. Oui. Et vous parliez de Gide il y a un instant. On a le sentiment, en vous lisant, que le personnage Gide, l'œuvre de Gide, ont été pour vous à la fois une constante fascination et une constante irritation. Oui, c'est-à-dire que d'une certaine manière, Gide, pour qui j'avais personnellement beaucoup d'amitié, vous savez, Gide exaspéré où on l'aimait, moi je le trouvais fascinant, je dois dire, et puis en fait une telle intelligence, enfin des rapports avec Gide, moi j'aimais beaucoup Gide, mais il était l'adversaire pour moi, vous comprenez. Et il était le malin. Pour un chrétien, il était l'adversaire. Je n'ai jamais été assez intime avec lui pour qu'il cherche à m'atteindre dans ma foi. Quoi qu'il ait, à propos de Dieu et maman, il m'a tout de même pas mal attaqué. Mais par exemple, quelqu'un comme Julien Green, il a tout fait pour lui faire perdre la foi, n'est-ce pas? Il l'a poursuivi sur ce plan-là. Il était belliqueux, il menait le combat spirituel, c'est même très, très étrange. Mais c'est pourtant Gide qui a écrit, peut-être dans un moment de faiblesse, que s'il s'écoutait, il roulerait sous la Sainte Table. Oui. Ah, mais parce qu'il a... C'est ce qui faisait sa force, n'est-ce pas? C'est que il restait au fond de la même race chrétienne que nous, n'est-ce pas? Il savait ce qu'il fallait, où il fallait attaquer, il savait où étaient les points faibles. Et il avait aussi la chance, à son point de vue, d'avoir comme adversaire catholique des hommes comme Claudel ou comme James, qui, il faut bien le dire, étaient de terribles pharisiens. Et qui... Même James, vous le considérez comme un pharisien? Oui. Et qui donnait du catholicisme, si vous voulez, exactement l'idée que Gide souhaitait d'avoir pour l'abattre. Ils étaient vraiment... ce n'est pas pour diminuer leur foi, qui était admirable, mais ils donnaient du catholicisme l'image que Gide souhaitait d'avoir. Et je dois dire que tout de même ce combat spirituel autour de Gide, moi je le regrette, enfin, quand je le compare au combat d'aujourd'hui, enfin, à l'intérieur de l'Église, que je trouve tellement déprimant et triste. En ce temps-là, il y avait des conversions, il y avait des déconversions, mais dans le monde littéraire, mais c'était passionnant. Pouvez-vous évoquer aussi ce que fut pour vous la découverte de Proust? Ce que fut la découverte de Proust, naturellement, ce fut un éblouissement, mais je vous dirai tout de suite que lorsque j'ai découvert Proust, j'existais déjà littérairement, et qu'on ne peut pas dire que j'ai été influencé par Proust, parce que j'étais ce que je suis, enfin, dès ce moment-là. Ce n'est donc pas comme un maître, si vous voulez. Non pas qu'il n'y ait pas de... Enfin, chacun à mon humble étage, mais enfin, qu'il n'y ait pas des ressemblances profondes, mais ce sont des ressemblances de naissance, si j'ose dire. Il est certain que je suis très proche, que moi, à mon humble étage, comme Proust,
je retrouve tout au-dedans de moi, et que je tire tout de mon monde intérieur, et que je n'observe rien, que je retrouve tout. À ce point de vue-là, j'étais proustien en même temps que Proust, n'est-ce pas? Cela dit, la première fois que j'ai lu du Proust, c'est une préface de Proust qui était une journée de lecture, c'était un livre d'une traduction, je ne savais absolument pas qui c'était 10 pages, ça a apparu sous le titre plus tard d'une journée de lecture. Ces 10 pages m'ont ébloui, enfin, j'ai tellement eu le sentiment de quelque chose d'extraordinaire que lorsque j'ai vu en vitrine du côté de chez Swann, je me suis précipité pour l'acheter. C'est comme ça que j'ai l'édition originale du Glénat, parce que je me suis précipité chez le libraire tellement j'avais été ébloui, et je n'en reviens pas encore que Gide ait pu ouvrir ce manuscrit et le rejeter. Ça ne lui fait pas honneur. Oui, ce sont des choses qui arrivent au long d'une vie. Vous ne croyez pas à cette portion d'erreur, ce grain de sable? Là, pour beaucoup, mais Proust, là, je trouve ça incroyable. Vous êtes de ceux qui n'ont jamais pardonné à Gide d'avoir refusé le premier manuscrit? Oh, je n'ai pas à lui pardonner, mais je continue à le juger très sévèrement. Je trouve qu'il a commis un péché mortel. C'est peut-être le seul péché mortel qu'il ait vraiment commis. Proust, selon vous, était, je crois que c'est fort juste, quelqu'un qui tirait tout de sa substance intérieure. D'autres, à la même époque, qui furent de vos amis, de vos proches, tiraient au contraire de la substance extérieure de ce qui les entourait. C'était les météores, je pense en particulier à Jean Cocteau, que vous avez fort bien connu. À la distance maintenant, et maintenant qu'il est mort, comment jugez-vous son œuvre et ce qui peut en rester? Eh bien, vous savez, je suis frappé, si vous voulez, de ce qu'on parle de lui et de ce qu'il est resté présent, Cocteau. Il a été dans le purgatoire beaucoup plus de son vivant, si l'on peut dire, qu'après sa mort, parce que il a été dans le purgatoire parce que Cocteau vivant aurait voulu plaire à Breton et aux surréalistes, et il a été vomi par les gens dont il souhaitait le suffrage, et admiré par ceux dont il se moquait. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit que Cocteau est un personnage important. Je ne dis pas une œuvre importante, mais un personnage inoubliable, qu'il était d'ailleurs. Et après tout, c'était quelqu'un de très singulier, n'est-ce pas? Mais après, on pourrait parler de Cocteau indéfiniment, et un personnage dramatique en réalité. Parlons plutôt, en laissant couler les années, hélas, trop vite, parlons plutôt de ce qu'un homme comme vous, parvenu en sa 84e année, et qui a été longtemps inquiété par le problème de la mort, qu'il est encore, qui en parle, qui en écrit constamment. Parlons plutôt de ce que a représenté pour vous le fait de survivre à tout le monde, le fait que beaucoup de gens que vous aimiez, que vous connaissiez, sont morts avant vous. Dans quelle mesure est-ce que cela a modifié votre propre attitude à l'égard de la mort? Oh, ça ne l'a absolument pas modifié. Ce qui m'étonne le plus à l'âge que j'ai, c'est qu'en fait, la mort ne m'est pas plus familière aujourd'hui qu'elle ne l'était à 20 ans. Je me demande même si je ne pensais pas davantage à la mort quand j'étais jeune qu'aujourd'hui. Non pas que j'y pense naturellement, j'y pense tout le temps, mais abstraitement, si j'ose dire. Je ne réalise pas le fait d'être près de la mort, d'être certainement près de la mort, ne vous la rend pas du tout plus familière. C'est à se demander si vraiment ce n'est pas beaucoup plus simple qu'on ne croit de mourir, et si au fond la mort, ce n'est pas celle des autres. C'est celle des autres que nous voyons,
c'est à celle des autres que nous pensons, mais la nôtre, tant que nous sommes vivants, eh bien, nous ne sommes pas morts. Et quand nous sommes morts, eh bien, nous sommes. Mais je me demande si ce n'est pas beaucoup plus simple que nous ne croyons. Enfin, je ne reviendrai pas vous le dire. Ce que vous venez de dire est peut-être moins étonnant que ce que vous disiez il y a quelques secondes, à l'effet que vous étiez très préoccupé de la mort quand vous aviez 20 ans. C'est assez étonnant et je voudrais que vous expliquiez là-dessus. Ce n'est pas très étonnant parce que je suis d'une génération où l'on mourrait beaucoup. Je ne parle pas de tous ceux qui sont morts à la guerre. Je peux dire que tous mes camarades, presque tous mes camarades ont été tués à la guerre, mes camarades de classe. Cette hécatombe de 14 a été quelque chose d'horrible. Mais même avant cette hécatombe, il y avait la phtisie qui relativement n'existe presque plus aujourd'hui. On ne peut pas imaginer. Les garçons d'aujourd'hui et les filles d'aujourd'hui ne savent pas à quel point nous étions décimés, n'est-ce pas? Les jeunes filles mouraient comme après leur premier bal, comme dans les vers de Victor Hugo. Vous avez c'était tragique. Et moi j'étais entouré de morts, de morts de jeunes morts. En plus, tous les poètes que nous aimions étaient morts aussi à 20 ans, beaucoup, enfin, Maurice de Guérin, n'est-ce pas, il y avait entre la poésie et la phtisie une sorte de lien affreux, n'est-ce pas? Et nous étions tous un peu plus ou moins touchés. Moi si je suis vivant aujourd'hui, c'est que justement j'ai eu une pleurésie à 18 ans qui a fait que je n'ai pas été du service armé sans avoir été tué. Quand je vois les générations actuelles, vous savez, pousser des clameurs contre la société de consommation, eh bien c'est nous qui étions consommés. Mais pour revenir à ce problème de la mort, même si vous semblez en parler aujourd'hui comme si c'était trop grave pour qu'on puisse se permettre d'en tirer des effets ou d'en faire des phrases, il reste que quand on lit les dernières pages des mémoires intérieures, des nouveaux mémoires intérieurs qui font suite et qui sont peut-être, s'il est possible, encore plus émouvants, quand vous voyez s'allonger les ombres de la mort, on a l'impression que vous attendez une sorte de rendez-vous à la fois fulgurant et un rendez-vous qui sera pour vous le rendez-vous. Alors que, en lisant ces pages, il me venait à l'esprit la question que l'on posait à Saint-Louis de Gonzague: si tu savais que tu vas mourir dans l'heure, qu'est-ce que tu ferais? Il était en train de jouer à la balle au chasseur. Il a dit: je continuerai à jouer à la balle au chasseur. Oui. Eh bien, moi, je continuerai à écrire le bloc-notes, quoi. Forcément, parce que c'est ma balle au chasseur à moi. Et parvenu à ce qui est presque, je m'excuse de vous le rappeler, le terme de votre vie, la question que vous vous êtes posée vous-même, je me permets de vous la poser. À 84 ans, que pensez-vous de vous-même? Quel jugement portez-vous sur vous-même? Il est à la fois très sévère et très indulgent. C'est-à-dire que moi qui suis dans la coulisse de ma propre vie et du personnage que j'ai été, je suis assez étonné, je suis même très étonné de ce que j'ai obtenu, si vous voulez, temporellement, enfin, de ce que... je n'en reviens pas, même, enfin... à ce point de vue-là, je m'épate moi-même, si vous voulez. Sur ce que j'aime le mieux en moi, si vous voulez, alors je vais me faire un compliment, mais ce n'est pas un compliment parce que ça a été une grâce, c'est la fidélité. Je remercie Dieu
Je remercie le Seigneur d'être resté fidèle. Et la fidélité, vous savez, c'est une grâce. Bien. Quant à nous, nous ne sommes pas prêts de choisir en ce qui vous concerne ni la sévérité, ni l'indulgence. Nous préférons choisir l'admiration. Merci beaucoup.